Eh bien, je commence. Bonjour, hein, bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis Mathilde Mancheron, animatrice du programme C2E Vélo 2 au sein du service transport et mobilité de l'ADEME. Et je vous souhaite à chacun la bienvenue pour ce 24e webinaire Vélo 2 et le dernier avant la trêve estivale. Je remercie dès maintenant tous les intervenants et les intervenantes qui vont vous être présentés d'ici quelques minutes pour leur participation, mais aussi leurs conseils, leurs témoignages, leurs retours d'expérience qu'ils vont nous apporter sur la thématique des ateliers auto-réparation et l'apprentissage de la mobilité à vélo. Alors, c'est un sujet incontournable, alors aussi bien pour développer un système vélo efficace et performant que pour vous, les lauréats à Vélo 2, puisqu'en fait, vous êtes nombreux à avoir inscrit ces opérations dans vos programmes d'action. Donc, il faut aussi savoir que les ateliers auto-réparation, ça fait partie des 7 services vélo de l'étude d'évaluation des services vélo, hein, cette étude de l'ADEME actualisée en 2020. Alors, cette thématique qui est abordée aujourd'hui, elle est également centrale puisqu'elle représente des solutions concrètes pour une maîtrise de la pratique du vélo, mais aussi pour acquérir un savoir-faire qui permet de gagner en autonomie. Elle offre également de nombreux avantages, donc qui va du gain de confiance en soi à l'amélioration des connaissances pour entretenir son vélo et puis par extension son usage. Et enfin, c'est un sujet qui confirme également la place essentielle des associations, comme nous allons le voir. Donc à tous, je vous souhaite un très bon webinaire et Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour à toutes et à tous pour effectivement ce 24e webinaire qui parlera d'ateliers d'autoréparation pour les vélos et de vélo-école. Alors, je commence d'abord par m'excuser, nous excuser au nom du CEREMA. Il semblerait qu'effectivement, il y a eu des petites problématiques d'accès aux mails et que vous n'ayez pas tous reçu l'invitation transmise vendredi dernier. Donc, j'espère que vous avez toutes et tous pu vous connecter. Je continue juste pour dire que les micros effectivement sont désactivés pour le webinaire, mais n'hésitez pas à vraiment poser toutes vos questions tout au long du webinaire dans la partie dialogue en ligne pour qu'on puisse répondre aux questions que vous poserez. Et j'ajoute également que ce webinaire effectivement sera enregistré et vous aurez accès au replay ainsi qu'au support de présentation. Alors, je vais démarrer tout de suite par vous présenter le programme de ce webinaire. Donc, on abordera dans un premier temps les ateliers d'autoréparation vélo. Donc, on accueille plusieurs intervenants qui nous parleront de ce sujet. Donc, Céline Zopello de l'association Le Recyclage, qui est une association nationale qui nous fera un panorama des ateliers d'autoréparation vélo en France et des recommandations, nous donnera des recommandations pour leur déploiement en territoire peu dense. On aura ensuite 2 retours d'expérience avec Gabriel de Montsabert de la Véloterie, qui est donc un atelier d'autoréparation à Cahors, ainsi que Cécile Le Guenec, qui nous parlera de son retour d'expérience en tant que collectivité, en tant que communauté de communes du Pays Fouet-Nantais, sur l'appui au label AFER qui inclut et qui intègre un atelier d'autoréparation vélo. On passera ensuite dans un second temps au sujet de l'apprentissage de la mobilité à vélo avec le déploiement des vélos-écoles, avec Arthur Janus de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, dont vous avez certainement entendu déjà parler lors des précédents webinaires, qui nous fera également un panorama des associations vélo-écoles et nous donnera également quelques recommandations, ainsi qu'un retour d'expérience à 2 voies sur le territoire du Sud-Lozère avec Valérie Baird qui travaille donc pour la collectivité et qui est chargée de mission mobilité au PETR du Sud-Lozère, ainsi que Julien Guittel qui est animateur mobilité à vélo à l'agence lozérienne de mobilité. Donc, vous avez effectivement la vue d'ensemble de tous les intervenants et intervenantes. Je signale juste que nous n'aborderons pas dans ce webinaire, où on l'abordera à partie touche, mais le sujet du savoir rouler à vélo sur la partie apprentissage de mobilité, étant donné que nous avions déjà fait un webinaire sur la mobilité scolaire, dont on va vous remettre le lien avec le replay pour que vous puissiez y avoir accès. Et donc, les informations sur le savoir rouler à vélo beaucoup plus détaillées avaient été déjà présentées. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire. Je précise également que mon collègue Thomas Joanneux du CEREMA sera là pour animer la partie questions-réponses de ce webinaire. Je laisse donc désormais la parole à Céline. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je me présente, je suis salariée donc, au réseau national Le Recyclage. Donc c'est une asso c'est le réseau des ateliers participatifs et solidaires, plus connu sous le nom d'auto-réparation. Voilà, peut-être la slide 2 qui présente
le réseau. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est 180 associations sur tout le territoire français. Ça s'est d'abord créé en zone urbaine, donc à Grenoble, à Lyon, les premiers ateliers en 1994. Donc, c'est quand même des initiatives qui sont plutôt, en tout cas, qui ont une assise. Ça fait plus de 30 ans bientôt que les premiers ateliers ont vu le jour en France. Et petit à petit, ça se développe sur d'autres territoires. Donc, nous, les ateliers vélo qui sont adhérents à l'Eurocyclage, ils doivent respecter notre charte. Et du coup, il y a plusieurs points, notamment la pratique du vélo au quotidien. Il y a vraiment cette envie que ça soit une pratique au quotidien et pas que de loisirs. Il y a la remise en état des vieux vélos, donc vraiment une idée de réemploi avec des pièces détachées ou avec le tri des matières pour permettre aussi un recyclage du métal ou du caoutchouc pour les pneus, voilà. Il y a vraiment l'envie de favoriser l'échange de savoir-faire que nous, on appelle la vélonomie. Souvent, les vélos, il y a une première panne et puis on arrête la pratique. Donc, la vélonomie, ça permet de la continuité cyclable. Il y a une panne, on peut la réparer. Ça permet de garder en fait la pratique, de s'approprier son vélo et du coup que les personnes se sentent un petit peu engagées. Un peu la culture vélo qui est favorisée aussi par cette démarche-là. Et donc, les ateliers vélo, ce sont des lieux de vie qui permettent une rencontre. C'est souvent une vitrine des associations de vélo où les gens peuvent venir parce que c'est facile d'accès. Et du coup, nous, on essaye que ça soit des lieux d'éducation populaire, d'autonomie des personnes, un lieu de rencontre. Voilà, donc les ateliers vélo, ils ont plusieurs fonctions. Et bien sûr aussi de lutter contre toutes les formes de discrimination. On sait que la pratique de la mécanique, c'est quand même souvent genré au masculin. Donc, on essaye de travailler sur cette question-là, sur le sexisme, mais pas que, hein, pour les personnes qui sont en situation de handicap également. Voilà un petit peu le tour de ce que fait le réseau. Donc, au niveau de l'aspect territorial, c'est voilà, né en milieu urbain. Aujourd'hui, quasiment toutes les grandes villes de France sont dotées d'ateliers vélo, voire de plusieurs ateliers vélo. Il y a vraiment de plus en plus cette envie d'essaimer dans les quartiers, dans différentes zones géographiques d'une ville pour permettre vraiment la facilité d'accès à ces lieux. Voilà, quand on a un vélo qui est cassé, on ne fait pas plusieurs kilomètres pour aller réparer son vélo. On en a un quart des ateliers qui sont en QPV. Voilà, il y en a de plus en plus en territoire peu dense qui nous intéressent aujourd'hui, notamment dans les préfectures des départements, mais aussi dans différents territoires. Les ateliers vélo, ils prennent différentes formes et c'est ça aussi qui favorise leur essaimage. Il y en a qui ne sont que des ateliers vélo, qui peuvent être avec pignon sur rue ou qui peuvent être que des ateliers mobiles pour aller à la rencontre des personnes. Voilà, donc par exemple à Briançon, à Gap, ils vont de plus en plus dans les vallées pour favoriser aussi cet aller vers le public. C'est aussi des ressourceries qui sont souvent sur des territoires peu denses, des tiers-lieux notamment de plus en plus, hein, ça se développe, des MJC, des centres sociaux, voilà, donc ils sont plusieurs formes qui permettent de toucher tout type de territoire et tout type de public. Voilà, la slide suivante, si c'est possible. Voilà, donc là, j'ai remis un petit peu les arguments que vous connaissez, qui sont tirés de l'étude de l'ADEME, hein, le coût un peu pour la collectivité. C'est un service qu'un report modal qui est élevé, moins que les autres services vélo, parce qu'on touche déjà des cyclistes du quotidien, vu qu'il faut déjà qu'ils aient un vélo pour pouvoir venir à l'atelier, mais ça permet la continuité de la pratique et de faciliter vraiment ce passage du cycliste au quotidien. Et par contre, c'est un très faible coût pour la collectivité et c'est une vraie vitrine dans le sens que ça touche vraiment les usagers de la bicyclette. Il y a beaucoup d'ateliers qui portent d'autres activités dans leur sein, hein, de la vélo-école, entre autres, ou d'autres. Hein. Avec la FUB, on a beaucoup d'adhérents en commun, mais l'atelier vélo, c'est là où ça touche, ça permet l'accès pour qu'après les gens s'incluent dans d'autres missions, dans d'autres activités que propose l'atelier vélo. Voilà la slide suivante, si c'est possible.
Voilà, donc ça, c'était issu d'un travail qu'on avait fait avec les ateliers en territoire peu dense. On avait eu un séminaire à ce sujet-là, parce que justement, c'était une demande de nos adhérents, parce qu'ils étaient de plus en plus, et qu'on avait beaucoup d'outils pour favoriser la création des ateliers en zone urbaine, qui ne sont pas du tout les mêmes contraintes. Voilà, l'accès au foncier est quand même plus compliqué en zone urbaine qu'en zone rurale, même si ça reste un réel problème pour les ateliers vélo, mais aussi d'autres choses, notamment les distances qui peuvent se poser en territoire peu dense. Voilà, donc on avait fait un travail pour identifier comment une collectivité territoriale peut soutenir la création d'un atelier vélo. Voilà, donc on avait essayé de faire par commune, par type de structure, de ce type de collectivité. Donc vraiment, Gabriel va pouvoir présenter comment lui, son atelier vélo travaille avec la collectivité, mais du coup, c'est souvent en proposant un local, en proposant une subvention, en proposant des interventions, soit à l'école, soit dans les lieux publics, d'avoir accès aussi à la déchetterie ou les vélos épaves sur la voirie. Voilà, il y a plusieurs possibilités d'action pour soutenir la création d'ateliers vélo comme un service pertinent sur son territoire. Voilà, et là j'ai mis quelques liens donc on a un onglet sur notre site qui peut être intéressant pour vous, qui s'appelle Pour les territoires. Donc c'est vraiment toutes les actions qui facilitent cet essaimage territorial, les coopérations. Parce que par exemple sur une ville comme Grenoble, il y a de plus en plus de coopérations, parce qu'on a 20 ateliers vélo sur cette aire géographique. Donc il y a cette logique-là aussi de travailler ensemble et de faire des liens de coopération entre zones urbaines et zones rurales qui nous intéressent aujourd'hui, notamment avec des va-et-vient de vélos qui sont plus pertinents en ville, d'autres qui sont plus pertinents à la montagne ou dans la campagne avec des longues distances, d'avoir plusieurs vitesses, entre autres. Voilà, donc il y a plusieurs types de coopération que vous pouvez trouver sur notre site. Et on a créé un guide en 2020 sur les territoires peu denses en déclinant un petit peu toutes les spécificités pour montrer un petit peu c'est quoi la différence par rapport à d'autres territoires. Voilà, il y a vraiment la distance qui joue et qu'un atelier en zone rurale fonctionne souvent sur un atelier mobile, c'est-à-dire qu'il va sur des lieux de marché, sur des lieux de vie existants pour pouvoir aussi toucher le public parce que sinon il est moins visible qu'en zone urbaine. Voilà un petit peu, c'était un petit panorama, mais je vais laisser la parole, je pense, à Gabriel qui va vous présenter l'exemple d'un atelier vélo en territoire peu dense pour aller un petit peu plus loin sur le fonctionnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. Je me tourne vers Thomas, mon collègue Thomas, pour savoir s'il y a eu des questions. Et je répète, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions pour qu'on puisse prendre un temps à chaque fois avec les intervenants pour que si vous avez des demandes complémentaires. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marie, et merci Céline pour cette mise en ambiance sur les ateliers d'autoréparation. Pour l'instant, pas de questions pour l'instant dans le fil de discussion, mais ça va sans doute venir au fur et à mesure. Alors, il y avait juste une question sur les QPV, mais je me suis permis de lui répondre que signifie le cycle QPV. Et si vous avez peut-être des actions particulières sur les QPV, effectivement, qui sont aussi intéressantes à développer sur des territoires ruraux et que tu n'aurais pas mentionné. Céline, j'ai mis quartier prioritaire de la politique ville, mais... Oui, c'est vrai que les ateliers vélo, ça touche un public assez précaire. En tout cas, les premiers ateliers vélo étaient vraiment sur ce public-là. Donc, principalement dans les quartiers politiques de la ville, mais on a plusieurs actions qui peuvent aussi se décliner dans les zones rurales, notamment Mon vélo pour 10 ans, qui est une initiative, vous pouvez voir un peu sur notre site pour avoir plus de détails, mais globalement, c'est les familles qui sont ciblées par un centre social, pour un exemple, et ils vont acheter un vélo très peu cher pour un enfant, et chaque année, ils vont pouvoir échanger pour toujours avoir un vélo adapté à la taille et à l'usage de l'enfant.
Donc, ça permet aussi le réemploi et d'avoir une sorte de location longue durée d'un vélo et de ne pas acheter un vélo neuf pour un enfant chaque année pour toucher aussi ces familles-là qui n'ont pas forcément les moyens et puis dans l'idée de réemploi. Donc ça, c'est des demandes qu'on a de plus en plus de collectivités et d'ateliers vélo. Voilà, donc ça, c'est par exemple une action qui est possible aussi en zone rurale et il y en a d'autres. Très bien. Et alors, on a une nouvelle question, mais peut-être qui va faire la transition. On va peut-être y répondre. Claire Savage qui posait la question de la surface nécessaire pour installer un atelier d'autoréparation et une liste de matériel à acheter. Je ne sais pas si Céline, tu veux en toucher un mot tout de suite ou est-ce que tu vas attendre la présentation de Gabriel? Je peux préciser juste une petite sur donc nous on avait fait une étude plutôt qualitative auprès de nos ateliers qui était plutôt 50 mètres carrés, qui était un petit peu le minimum de surface. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que les ateliers ont besoin de plus parce qu'il y a l'identification des cycles qui demande de stocker les vélos pendant 3 mois quand on ne retrouve pas le propriétaire d'un vélo, qui fait que en fait, les lieux de stockage deviennent de plus en plus importants dans les ateliers vélos. Justement, sur les vélos pour enfants, si on veut avoir beaucoup de vélos adaptés pour les différentes tailles, il faut beaucoup de vélos enfants. Voilà, donc c'est vrai que le lieu de stockage a tendance à s'agrandir d'année en année, mais l'accès au foncier est de plus en plus compliqué. Et puis pour les outils, je pourrais envoyer un lien on a justement une petite liste qu'on met à disposition des ateliers vélo qui veulent se lancer pour savoir un peu le kit minimal pour lancer l'activité. Très bien, merci beaucoup. N'hésite pas, Céline, à mettre tous les liens aussi dans la barre de conversation pour y avoir accès tout de suite, directement. Gabriel, du coup, je te laisse la parole et je projette du coup ta présentation. Est-ce que c'est bon? Alors, on a perdu Gabriel. Ah non, c'est bon, il est là. Alors, normalement, c'est bon? Ouais, nickel. Vous m'entendez bien. Donc moi, je vais vous parler de la véloterie qui est basée à Cahors dans le Lot, du coup. Donc nous, on est un atelier qui est tout jeune. On a fêté nos 1 an en mars 2023. Et donc cet atelier, il est arrivé sur le territoire de Cahors après un petit historique que je vous présente là sur ce premier slide. Donc en 2020-2021, il y a eu une consultation citoyenne qui a été mise en place par la municipalité pour pouvoir un peu consulter les habitants et les habitantes sur qu'est-ce qu'ils avaient envie comme action dans un plan vélo, et notamment sur les services qui pouvaient être mis en place. Et donc, nous, quand on a pu consulter cette consultation citoyenne, on a vu qu'une des choses qui était ressortie principalement dans les services, c'était le soutien au développement et à la mise en place d'un atelier de réparation recyclage de vélos. Il n'y avait pas encore cette notion d'atelier vélo participatif et solidaire, comme le propose le recyclage, mais il y avait en tout cas cette idée déjà de réemploi des vélos. Et donc voilà, sur cette question-là, pour vous donner une idée, il y avait 85% des personnes interrogées qui étaient favorables à la mise en place de ce genre de projet, de service. Et donc du coup, ça a été intégré au plan vélo qui a été rédigé ensuite et qui est aussi consultable sur le site de l'Agglo, dont je vous ai mis le lien sur le slide. Et donc dans l'axe 4, parce qu'il y a plusieurs axes qui ont été mis en place, il y en a autant sur l'aménagement que sur les services et sur d'autres axes politiques. Donc dans l'axe 4, sur les services, il y a bien ce suivi autour de l'accompagnement à la création d'un atelier vélo associatif. Donc on a été quelques-uns et quelques-unes à se porter volontaire du coup en créant une association qui porte le nom de la véloterie, du coup pour répondre à ce besoin-là, qui était un besoin des habitants. Pour nous, ce qui a été assez intéressant en voyant ce qui s'était passé dans la consultation citoyenne, c'était de voir qu'il y aurait un répondant assez fort déjà des habitants et des habitantes pour ce projet-là.
Donc voilà, 2022, mars 2022, on a créé cette association. Donc on peut passer au slide suivant. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir un peu plutôt le fonctionnement de la véloterie. Donc ça va reprendre quelques idées que Céline avait évoquées. Donc la véloterie, c'est une association qui a pour vocation de rendre la mobilité le plus accessible possible. Et donc la mobilité vélo, là, entre nous, on se centralise sur cet axe-là. Donc du coup, comment on fait pour le rendre accessible? Du coup, déjà, c'est par une adhésion à prix libre, pour qu'il n'y ait pas de frein, en fait, point de vue budget pour chacun, chacune. Et donc, à l'intérieur de l'association, on propose des sessions d'autoréparation de vélo. Donc, en fait, aux adhérents, adhérentes, on propose des outils, des conseils et des pièces détachées pour apprendre à faire soi-même les réparations sur son vélo. C'est la vélonomie dont parlait Céline tout à l'heure. Toujours dans cette idée de facilitation et d'accessibilité financière, les pièces détachées qu'on propose aux personnes quand elles viennent réparer leur vélo sont à prix libre. Il y a des prix indicatifs pour donner des idées, mais voilà, il n'y a pas besoin de justificatif, on donne ce qu'on peut. Et il y a quelques pièces neuves, comme des câbles de frein, de gaine, quelques patins aussi, où là on va mettre un prix fixe, mais on essaye d'être le plus bas possible pour rendre la chose toujours accessible. Notre fonctionnement, il se base aussi du coup beaucoup sur le réemploi de vélos. Donc du coup, on récupère des vélos par des dons, soit auprès de particuliers ou soit auprès d'autres institutions comme Emmaüs ou d'autres associations. Et en fait, ces vélos qu'on récupère, soit on va les désosser pour récupérer des pièces détachées dessus, et donc ils seront ensuite elles-mêmes réutilisés pour la réparation de notre vélo. Ou bien on va le retaper, des bénévoles notamment vont faire ce travail-là, qui est ensuite remettre le vélo en circulation. Donc les vélos qu'on vend, on essaie de les vendre pareil à petit prix, on les vend dans des fourchettes de prix, donc de 20 à 30 euros ou de 30 à 40 euros. Donc l'idée c'est encore une fois, de rendre le vélo le plus accessible possible. Et après, donc, on a aussi un biais plus culturel, social, où là, du coup, on organise des sorties vélo avec nos adhérents et on fait des événements culturels. Donc là, c'est un partenariat avec la MJC pour des projections de films ou la médiathèque du Grand Cahors, où voilà, on organise des moments plus conviviaux. C'est l'occasion de parler de l'association, de parler de vélo, de parler de réemploi, enfin d'aborder en fait plein de sujets, aussi d'autonomie sur la mécanique à travers ces actions-là. Donc nous, depuis le début, depuis 2022, même un petit peu avant la création de l'association, on était déjà en contact avec le Grand Cahors, le service mobilité, parce qu'on avait l'équipe fondatrice dont je faisais partie, nous avions contacté du coup le Grand Cahors après avoir vu ce plan vélo pour savoir s'il y avait déjà des porteurs et porteuses de projets. Donc ça, c'était assez intéressant d'être tout de suite en lien avec eux. Et aujourd'hui, le partenariat qu'on a mis en place après un an, mais qui s'est assez rapidement mis en place au final, ça a été déjà la mise à disposition d'un local. Donc actuellement, on est dans un local provisoire qu'on a depuis juillet 2022. Donc on a eu assez rapidement par rapport à la création de l'association. Je dis provisoire parce que là, on est sur un petit local. Tout à l'heure, Céline parlait d'un minimum de 50 mètres carrés. Donc là, nous, actuellement, on est sur 15 mètres carrés. C'est un local de stockage. On ne peut pas accueillir de public à l'intérieur. C'est vraiment un garage voiture, en fait, dans lequel on stocke nos outils, notre remorque, nos vélos, les dents de vélo, les pièces détachées. Et quand on fait des permanences d'autoréparation, qu'on anime maintenant tous les samedis et un mercredi sur deux, on sort du local. On se met sur le trottoir ou un petit peu à côté, il y a une petite place. Et voilà, donc ça nous permet un peu de s'étendre. Donc ça a des inconvénients, notamment vis-à-vis de la météo. Et en hiver, vous imaginez bien. On a un projet, la mairie est en train de préparer un futur local qui nous accueillera, mais qui est actuellement en travaux. Et ce local-là fera 45 mètres carrés.
Donc, en fait, c'est quand même un petit peu petit parce que dans ce local-là, on espère avoir un espace de travail fixe où on aura un mur d'outillage, plusieurs pieds d'atelier pour accueillir du public, mais aussi un espace dédié au voyage à vélo parce qu'il y a un projet de voie verte qui est en train de se faire sur la vallée du Lot et on aimerait pouvoir aussi encourager et proposer des itinéraires. Euh, donc voilà, autour du voyage, donc avec un espace cartographique et une bibliothèque et des conseils pour faire ses premiers voyages. Donc ça, c'est sur le local. Et ensuite, ce qu'on fait aussi avec le Grand Cahors, c'est donc des prestations. On fait beaucoup d'ateliers itinérants, ateliers mobiles. Donc là, l'idée, c'est que on sort on fait pas la permanence devant le local, mais on va sortir avec le vélo et une remorque chargée avec des outils, des pièces détachées, et on va animer la rue en fait. Ça, souvent, on le fait lors de moments comme la semaine de la mobilité, ou là, au mois de mai, il y a eu la fête du vélo sur l'agglomération de Cahors. Donc voilà, on va animer des moments ponctuels comme ça, que nous commande du coup le Grand Cahors. Dans ces ateliers-là, toute la prestation en fait permet à ce que pour la personne qui vient réparer son vélo, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas besoin d'adhérer, il n'y a pas besoin de payer ses pièces détachées. Voilà, c'est la municipalité en fait qui offre ce service-là aux cyclistes. Une autre action qu'on a mis en place depuis février 2023, c'est du comptage de cyclistes. Donc là, on fait une étude sur un carrefour précis qu'on a choisi avec le service mobilité, où on analyse du coup la pratique cyclable sur un an en faisant un comptage par mois. Et donc là, l'idée, c'est on espère que cette étude va être reconduite en fait sur les années suivantes et qu'elle permettra ensuite de pouvoir dégager certaines problématiques ou au contraire certaines améliorations des comptages qui peuvent être faits ce jour-là. Donc je vois qu'il y a une question, et effectivement c'est des comptages visuels mais qui sont répertoriés ensuite sur une fiche, et nous là pour l'instant l'idée c'est juste qu'on collecte de la donnée, donc on collecte si c'est un vélo électrique, un vélo cargo ou un vélo classique qui roule, si c'est une femme ou un homme qui le conduit, s'il porte des équipements de sécurité, s'il y a des passagers dessus, et la direction qu'emprunte le cycliste. Et en fait, voilà, l'idée, à la fin de ça, ça va être de pouvoir avoir une réelle étude pour ensuite appliquer ou améliorer ou rectifier le plan vélo et les aménagements cyclables qui pourraient en découler. Et après, je mettais aussi événements divers. Et donc là, c'est par exemple, on a organisé récemment une bourse au vélo pour le mois de mai. Et donc ça, c'était une prestation qu'on a proposée à la mairie. Donc, toutes ces actions, elles sont réalisées en partie grâce à la mise en place du salariat qu'on a pu faire. Donc, moi, je suis le salarié de l'association. Et ce salariat-là, n'est pas tout le temps présent dans le milieu associatif. C'est intéressant parce qu'il permet de répondre à beaucoup d'actions que je pense qu'on ne pourrait pas répondre si on était uniquement sur du bénévolat. Mais ça amène aussi une autre logistique. Donc, je précisais juste ce point-là pour bien spécifier que nous, on est sur un modèle d'atelier avec du salariat, mais ce n'est pas le cas de tous les ateliers. Voilà un peu pour la présentation globale de notre fonctionnement. On peut passer au slide suivant. Et voilà, donc là, je voulais vous faire juste un petit point, un retour d'expérience sur nous, ce qui a été intéressant sur notre partenariat avec Cahors, autant la ville que l'agglomération. Je mets la petite différence parce que c'est la ville qui nous met à disposition le local, mais c'est avec l'agglomération qu'on fait les ateliers mobiles notamment et le comptage de cyclistes. Donc un des points qui avait été vraiment intéressant, c'est que dès le début, comme je vous le disais, même avant la création de l'association, on était déjà en contact avec le service mobilité. Et encore aujourd'hui, c'est nos interlocuteurs privilégiés qui nous permettent de faire un relais avec les élus, mais aussi de s'appuyer sur leurs connaissances, notamment par rapport à leur... ils ont une série de mails de cyclistes qui sont intéressés par le plan vélo, qui avaient participé à cette consultation citoyenne. Et donc, on a déjà pu demander à la mairie d'utiliser cette base de contact, en fait, notamment quand on a créé l'association pour réunir du monde autour du jour de la création.
Un autre point qui était important, c'est que très rapidement, la municipalité nous a fait confiance et nous a permis de proposer des prestations dès le mois de mai. Donc nous, on avait été créé en mars, donc quelques mois après notre création. Et ça a été super important parce que ça nous a permis en fait d'avoir un premier fonds financier qui nous a permis ensuite de s'assurer notamment, enfin de s'assurer même vraiment quoi, d'avoir des fonds pour payer notre assurance, mais aussi de payer nos fluides parce il y a besoin d'outillage, de fonds d'investissement, mais il y a aussi besoin de fonds de fonctionnement dans l'association. Et donc ça a été vraiment un plus pour nous d'avoir cette confiance-là de la municipalité et qu'on n'ait pas à attendre 1 an ou 2 ans, d'avoir fait nos preuves tout seul de notre côté. C'était vraiment un plus d'avoir cette confiance-là rapidement. Et puis ensuite, il y a eu cette mise à disposition du local, donc là qui est le local provisoire jusqu'à présent. Et comme le disait Céline, c'est effectivement un axe qui est vraiment important dans la réparation de vélos parce que très rapidement, en fait, avec le stockage de vélos, de dons et tout ça, on peut vite emmagasiner. Et donc là, actuellement, notre local actuel est vraiment trop petit. Là, quand on ferme le local, on ne peut pas rentrer dedans. Donc à chaque fois qu'on l'ouvre, on est obligé de sortir la remorque, sortir des vélos, sortir les pieds d'atelier pour ensuite pouvoir circuler à l'intérieur. Donc ça demande une logistique qui n'est pas des plus confortables, mais c'est mieux que rien. Donc on est déjà content d'avoir ça, mais on a vraiment hâte que les travaux se terminent dans le local qu'on nous a annoncé. Et en fait, le constat qu'on a fait là ces derniers mois, c'était effectivement qu'on allait devoir garder ces 2 locaux, autant un local, celui actuel qui sera du local vraiment destiné au stockage pour les dons de vélos, et puis le futur local qui va être plus porté sur l'animation pour tenir du coup ces permanences qu'on anime aujourd'hui les samedis et les mercredis impairs, mais du coup là en toute saison et sans problématique de météo. Donc voilà un petit peu la présentation que je peux vous faire de la véloterie. Voilà, j'ai fini. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Gabriel. Je départage mon écran. Je me tourne donc vers Thomas. Thomas, est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci beaucoup Gabriel. Eh bien, pas encore beaucoup de questions à part celle sur le comptage donc posé par Franck Delbar du Bourget du Lac. Peut-être en attendant qu'elles arrivent, sachant que même vous pouvez aussi vous manifester en levant la main virtuellement si vous souhaitez pas seulement poser des questions, mais apporter votre témoignage sur des choses qui se déroulent dans vos territoires. Ils seront les bienvenus. Peut-être une question pour lancer les débats. Cécile nous a proposé dans sa slide 5 une série de propositions d'actions qui étaient donc à disposition donc soit des communes, soit des structures intercommunales, soit des départements et des régions. C'est vrai qu'ici, donc, on a un public qui est constitué surtout de structures intercommunales. Et ma question, ça serait, Gabriel, si tu avais 1, 2 ou 3 conseils clés à destination des lauréats à Vélo 2 qui sont là et qui sentent un potentiel de développement d'ateliers d'autoréparation, eh bien, quel serait-il ? Je pense que nous, un des biais qui a été assez intéressant pour nous, c'était de voir déjà qu'il y avait une politique vélo globale qui était annoncée sur Cahors et donc avec aussi une projection sur plusieurs années. Ce qui nous a rassurés aussi en se lançant dans le projet de se dire, OK, donc il y a une volonté politique de mettre en place des choses, des services. Et en fait, nous, on peut porter une action qui va répondre à un de ces services. Et donc, en fait, d'avoir assez clairement énoncé sur le site de l'agglomération et de pouvoir consulter en fait facilement le plan vélo ou la consultation participative qui avait été faite, la consultation citoyenne qui avait été faite. Pour nous, ça a été vraiment un plus d'avoir cette accessibilité, vraiment de cette simplification en fait de visibilité, de projection, de vision politique. Ça a été un plus pour nous en tout cas là-dessus. Donc ça, ce serait déjà pour moi un bon conseil. Et puis après, d'être en interaction, de laisser la place au dialogue et à l'écoute. Voilà, nous, le service mobilité, ça a vraiment été, et ça l'est encore, un très bon interlocuteur pour les actions qu'on porte.
Merci beaucoup, Gabriel. Donc, accès donc, aux éléments, aux documents qui donnent des informations sur les politiques publiques de déplacement d'usage du vélo menées par la collectivité. Et puis, écoute et dialogue. Merci beaucoup. Alors, pendant que tu répondais à cette question, il y a eu des nouvelles questions dans le chat, hein. Il y en a une d'Axel Aline, hein, qui demande si vous disposez d'aides financières par les collectivités, justement, hormis la simple mise à disposition du local. Alors actuellement, sur la collectivité, on n'a pas d'aide de fonctionnement, on a une aide d'investissement parce que du coup il y a un budget participatif qui a été mis en place en 2022 et qui va avoir des sessions chaque année sur Cahors. Et donc nous on a été lauréat de ce projet-là, et donc nous on avait axé ça sur l'aménagement du futur local. Donc, il y a certains investissements avec cette subvention qu'on a déjà pu faire, achat de matériel, création du site internet, Auricflamme et tout ça. Mais le gros de cet investissement va être destiné ensuite vraiment sur l'aménagement du local. Donc ça n'a pas encore été mis en place. Et du coup, pour continuer sur les questions de financement, hein, même si tu as répondu partiellement à la question, une question de Claire qui pose la question, est-ce que les pouvoirs publics, donc que ce soit le Grand Cahors ou la mairie, financent ou pas le poste de salarié et est-ce que les ventes de vélos participent au financement de ce salarié de manière totale ou partielle? Donc la municipalité ne finance pas directement le poste de salarié. En fait, il va être financé grâce aux prestations qu'on réalise aujourd'hui pour la municipalité. Aujourd'hui, le salariat il a pu être mis en place grâce à une aide de la région qui s'appelle le revenu écologique jeune, dont on a pu bénéficier pour mon poste. Mais c'est une aide qui est valable que sur 6 mois, renouvelable une fois. Donc, on espère l'avoir pour 1 an. Et en fait, du coup, en 2024, ça nous amène en 2024, si on maintient la piste du salariat, ce qu'on fera, c'est du coup d'avoir un cofinancement à la fois avec la réalisation de prestations, comme on le fait aujourd'hui. Et on espère qu'on va réussir à le développer davantage en vendant des prestations aussi au parc régional d'Écosse ou à d'autres communes des alentours ou même associations. Et aussi via des subventions de fonctionnement du coup plus destinées à la pédagogie ou à d'autres projets vraiment précis. Et du coup, juste par rapport à la vente de vélos, comme nous, on est vraiment sur du vélo à petit prix, c'est pas ce qui nous permet de faire une rentrée d'argent vraiment très fixe. En plus, comme on est encore sur le début de cette activité, je dirais qu'on vend des vélos depuis octobre-novembre, mais que c'était pas une période où il y avait beaucoup de ventes à ce moment-là. Et que même, une des problématiques qu'on a sur la vente de vélos, c'est que comme on manque d'espace, on ne peut pas avoir beaucoup de vélos. On a là actuellement, je pense, 4 ou 5 vélos en vente. Mais parce qu'en fait, dans le local, en fait, on peut mettre 10 vélos au total. Et donc, on a 5 vélos à traiter et 5 vélos en vente. Et en fait, du coup, quand on a la place que pour 5 vélos en vente, c'est difficile quand quelqu'un vient acheter un vélo, que ce soit pile poil le vélo qu'il voulait, à la bonne taille, le bon type, la bonne position. Donc, pour l'instant, les ventes de vélos, c'est vraiment assez petit dans nos recettes. Merci beaucoup, Gabriel, et puis merci à Céline hein, qui a complété les informations que tu as pu donner par un lien hein, qui présente les sources d'autofinancement des ateliers. Je termine par une dernière question, toujours posée par Claire et qui concerne l'évaluation des politiques publiques, parce que c'est vrai qu'on a toujours besoin de savoir voilà, comment on peut évaluer l'effet de nos politiques sur les pratiques modales. Et voilà, elle pose la question, est-ce que vous avez des moyens d'évaluer donc l'effet de cet atelier vélo sur les pratiques de mobilité, hein, sachant qu'on a sur ce sujet-là, il y a quand même l'étude de l'ADEME sur les services vélo qui donne quand même, qui chiffre, alors après c'est au niveau national, mais qui donne quand même des éléments chiffrés sur l'effet des ateliers réparation sur la pratique modale. Nous, par rapport à cette question, on essaye d'avoir des éléments. Peut-être les éléments qu'on utilise, nous, c'est déjà notre nombre d'adhérents. Donc là, en 1 an, on est passé de 0 à 120 adhérents. Et ça, pour nous, ça a été
une surprise, mais une super surprise, quoi. Et ça montrait aussi, voilà, qu'il y avait vraiment eu un besoin de cet aménagement, enfin, de ce service, de cette apparition de ce service. Après, dans les autres facteurs qui nous permettent d'analyser un peu ça, c'est peut-être les récupérations de vélos qu'on essaie de comptabiliser pour avoir un suivi sur combien de vélos on récupère et de quelles sources ils viennent, pour voilà, avoir un petit peu un suivi et se dire, ah oui, en 2022, on a récupéré 50, en 2023, 70 ou 100, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est peut-être par ça qu'on pourra avoir un peu une analyse et un suivi de nos actions. Pareil, je pense que le nombre d'adhérents, ça va être un bon indicateur de la pertinence de notre présence. Et puis en fait, encore une fois, je pense que le comptage de vélos sera un indicateur, au final, si on le poursuit sur 5 ans, ça va être super intéressant de voir en fait au fur et à mesure quel impact aura eu la véloterie, mais aussi toute la politique vélo sur l'agglomération. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, Mathilde, merci beaucoup Mathilde, hein, qui a envoyé le lien vers l'étude de l'ADEME actualisée de 2020, donc qui évalue les différents services vélo, dont les ateliers de réparation, et puis un ajout de Franck, hein, Delbar du Bourget du Lac, qui cite aussi les items qu'on demande, qui sont ajoutés au cycloscope, avec le nombre d'heures d'ouverture du public, le nombre de bénévoles actifs, qui sont aussi un élément aussi, qui permettent aussi d'avoir une idée, hein, de l'investissement des collectivités dans ce type d'activité. Voilà pour cette séance. Marie, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Gabriel. Je précise également que le Grand Cahors est également lauréat à Vélo 2. Et du coup, ce qui nous fait une transition avec Cécile Le Guenec de la communauté de communes du pays Fouet-Nantais, qui du coup va également nous parler de son expérience, mais du point de vue de la collectivité, en étant également lauréat à Vélo 2. Alors Cécile, on ne voit pas ta vidéo. Là. Bonjour à tous. Bonjour, et Thomas va du coup projeter, c'est parfait. À toi. Parfait, merci. Bonjour à tous. Donc en fait, alors si on peut être, donc moi je vais vous présenter en fait le chantier d'insertion et de l'atelier d'autoréparation La Belle Affaire, qui est situé sur le territoire du pays fouet-nantais. Donc, juste pour préciser par rapport au contexte local, on est un territoire donc situé sur la pointe bretonne, Finistère Sud. On est un EPCI de 7 communes, constitué à peu près de près de 30 000 habitants, dont la ville-centre Fouesnant a à peu près près de 10 000 habitants. Donc on est un territoire plutôt orienté sur le littoral. Et donc on a en fait ce dispositif La Belle Affaire en fait qui a émergé si on peut passer à la slide d'après, merci. En fait, qui a émergé en 2019. Donc en fait, c'est un projet qui est porté par l'association Les Ateliers Fouet-Nantais, qui est une association qui est présente sur le territoire depuis une trentaine d'années et qui porte notamment des entreprises adaptées. Et un chantier d'insertion de blanchisserie industrielle à la base. Et ils voulaient, eux, développer leur offre d'insertion et donc travailler sur d'autres métiers. Et c'est vrai qu'on a un partenariat avec eux depuis longtemps, notamment sur tout ce qui concerne le recyclage des déchets. Et ils ont donc travaillé là-dessus. Et en échangeant avec les différentes déchetteries et les responsables de déchets chez nous, ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin notamment un manque en tous les cas par rapport à la question du vélo et au recyclage des vélos, parce que les déchetteries accueillaient pas mal de vélos, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc ils se sont lancés là-dessus. Ils se sont dit pourquoi pas créer un chantier d'insertion orienté sur le vélo, sachant que sur le territoire on avait déjà un schéma des itinéraires cyclables avec un certain nombre d'infrastructures vélo. Donc là ils en ont parlé à la commune et à la communauté de communes qui étaient partants.
par rapport au projet. Et donc, ils ont monté leur projet. Et pour cela, ils se sont aussi rapprochés d'usagers et notamment de l'association du cyclo-club Fouet-Nantais pour pouvoir développer ce projet d'insertion et de chantier d'autoréparation. Donc, en fait, c'est ce qu'ils appellent une plateforme de mobilité sociale et professionnelle, puisque l'idée, c'était le chantier d'insertion vélo, mais il y a aussi d'autres ateliers qui se sont greffés à côté, notamment des ateliers sur la couture et le tricot et un atelier numérique également. Donc voilà, on est sur un projet d'ensemble assez conséquent. Donc là, la mairie a dit bon bah ok, nous on vous accompagne. Ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre à disposition en fait enfin de réhabiliter en tous les cas d'anciens locaux des services techniques. Et ensuite, vous pourrez devenir locataire de ces locaux. Donc voilà. Donc pour ce projet, ils ont travaillé avec le cyclo-club local parce qu'en fait, l'intérêt de travailler avec eux, c'était déjà d'avoir le retour des usagers et de pouvoir développer le côté chantier d'insertion, le côté, on va dire, atelier de réparation. Et il y avait notamment un membre du cyclo-club qui connaissait bien qui avait déjà une expérience dans ce domaine-là. Et l'intérêt du projet, en tous les cas, la vigilance par rapport à ce projet-là, c'était vraiment d'avoir des professionnels qui accompagnent ce chantier d'insertion, donc des professionnels aussi qui soient qualifiés pour accompagner sur un temps long et continu le chantier d'insertion. Et ça avait vraiment été l'objectif. Donc, pour pouvoir aussi développer ce dispositif-là, cet ensemble-là, ils ont aussi rencontré les différents professionnels, les différents, comment dirais-je, revendeurs de vélos au niveau local pour ne pas, on va dire, rentrer en concurrence avec eux. Parce que l'objectif, donc voilà, c'était, comme je le rappelle sur la diapo, c'était de créer un espace partagé et ouvert, qui soit un lieu de ressources à la fois pour les professionnels et également les publics accompagnés, dans le cadre du chantier d'insertion, et des bénévoles du territoire pour favoriser ce lien social. Donc, l'ambition du projet a été montée en 2019 et qui s'est mis en œuvre effectivement en 2021, c'était de deux ordres. Un, c'était une ambition sociale en favorisant l'insertion professionnelle, favoriser aussi l'accessibilité au vélo pour des publics favorisés, parce que l'objectif c'était de récupérer des vélos, de les réparer et de les revendre à bas coût. De développer un service de proximité avec des ateliers d'autoréparation et des ateliers d'autoréparation mobile, donc qui puissent être proposés dans les différentes communes du territoire. Et également, au travers de ces ateliers, de créer du lien intergénérationnel avec notamment la création de 8 emplois. C'était aussi, dans le cadre du recyclage, de la réutilisation, c'était une ambition environnementale au travers du tri et de la récupération de pièces détachées et également du faire par soi-même. Cécile, et notamment de… Oui. On entend plusieurs voix en même temps. J'ai l'impression que c'est… Ah oui. Oui, je m'en excuse. Je vais juste parce que je suis en… et donc, du coup, merci. Et du coup, par rapport à ce projet-là, donc voilà, c'était ces deux ambitions-là. Donc, on le voit bien sur la présentation de droite, c'est à la fois de pouvoir récupérer des vélos, les restaurer, de pouvoir les revendre à bas coût, recycler les pièces qui peuvent être recyclées, pouvoir aussi, pourquoi pas, en revendre certaines pour d'autres usages que celles en lien avec le vélo, et de récupérer au maximum les pièces comment dirais-je, des vélos. Voilà.
Si on peut passer à la slide, voilà. Donc aujourd'hui, ce projet de la belle affaire permet à la fois de vendre des vélos à bas coût, de proposer aussi des pièces à accessoires en lien avec le vélo, et notamment avec l'atelier tissu qui notamment a fabriqué des sacoches pour le vélo, de faire de l'entretien et de la réparation, un atelier d'autoréparation, et également ils font du marquage de cycles pour lutter contre le vol. Voilà les grands principes du projet de la belle affaire. Donc on voit là quelques exemples d'images de l'atelier cycle. L'intérêt aussi pour nous en tant que collectivité de travailler avec la belle affaire, c'est que on a un appui avec un professionnel et qui nous permet aussi de réaliser de l'animation vélo sur le territoire au travers du savoir rouler à vélo, mais pas seulement, puisqu'on a pu aussi mettre en place des animations avec le collège dans le cadre du dispositif Mobi qui est actuellement en place sur le collège de Fouesnant, et également de faire des animations d'autoréparation. Et voir, l'idée c'est notamment par la suite de développer des animations avec les écoles, notamment dans le cadre de la halte du centre de loisirs, pardon, également lors d'inauguration, notamment d'aménagement cyclable qui existe sur le territoire. Et du coup, voilà, ça c'est nos grands travaux. Là, du coup, si on peut passer à la slide d'après, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on travaille avec la belle affaire, au travers notamment du programme À Vélo 2 et les missions qu'a la belle affaire au travers de l'animation du territoire, donc c'est la mise en place d'un atelier pour la réparation et la vente de vélos à faible coût, la sensibilisation auprès du grand public, au travers notamment de manifestations qui peuvent être réalisées sur le territoire, avec notamment la fête de la pomme, où voilà, on propose une sortie vélo avec la belle affaire, avec également un atelier mobile d'autoréparation. Donc là, on est vraiment sur la sensibilisation au grand public, hein, que ce soit les familles, les enfants et les personnes un peu plus âgées. L'organisation de formation aussi pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo et à réparer son vélo. Et là, c'est via la formation d'une vélo-école, la mise en place en tous les cas d'une vélo-école, donc qui va pouvoir se mettre en place là grâce à la certification de l'animateur en tant que professionnel du vélo, donc qui va avoir là lieu d'ici peu. Et donc aux interventions donc la belle affaire, voilà, ce que je disais, hein, intervient lors d'événements, de fêtes ou d'animations locales. Donc pour nous, c'est vrai que l'intérêt de travailler avec la belle affaire, c'est que ça permet d'avoir une sensibilisation auprès du grand public, au travers notamment du support vélo, hein, puisque c'est vrai qu'il y a un lien direct via le contact du support, en fait, du support vélo, hein, au travers du don, au travers de l'achat, puisqu'ils ont aussi un espace de vente, et de la réparation, où là ça se fait en direct, hein, en fait, là on a vraiment de l'échange en direct et du support vélo, donc c'est le côté plus manuel aussi qui est important et qui est important de réapprendre auprès des populations aujourd'hui, hein, c'est le savoir-faire par soi-même aussi. Et l'accompagnement d'ensemble sur la question du vélo, parce qu'on a aussi, voilà, c'est du conseil aussi qu'ils apportent auprès des particuliers, que ce soit pour l'achat ou en termes de réparation technique, et puis aussi du lien qui peuvent se créer avec la population locale, on le voit bien, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la belle affaire, en fait, dans leur manière de communiquer, ça se fait beaucoup pour le bouche à oreille. Il y a peu de communication grand public, à part quelques affichages dans les mairies via
voilà, quelques campagnes d'affichage, et également le site internet qu'ils ont développé depuis cette année. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, ça prend bien, ils se font de plus en plus connaître à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et donc voilà, pour nous, c'est très important, pour les élus notamment, hein, de pouvoir communiquer au maximum auprès de la population et puis de créer ce lien. C'est également de disposer d'un professionnel, c'est-à-dire que le fait d'avoir un professionnel au niveau technique, ça apporte un plus aussi, puisque derrière, pour nous, dans le cadre des échanges avec des actions en faveur des animations qui peuvent être mises en place avec les centres de loisirs, on sent que voilà, ils ont un plus à apporter en tant que professionnels. Ils ont aussi mis en place une action avec la mission locale pour permettre la réinsertion, l'insertion au travers du travail via le vélo. Donc là, il y a eu en fait une journée d'organiser avec un certain nombre de jeunes sur le territoire et où il y a eu des visites d'entreprises qui ont été faites à vélo. Donc ça, ça a bien fonctionné, ça a bien plu. D'événements aussi dans les centres de loisirs, notamment, c'est vrai que parfois les personnes qui travaillent dans les centres de loisirs en termes d'animation, voilà, il y a des aspects de sécurité, des aspects techniques dont ils n'ont pas forcément connaissance sur le vélo, et il y a cet apport-là en plus que peut proposer la personne de la belle affaire. Et puis, voilà, l'idée, c'est aussi de toucher l'ensemble des publics via la future vélo-école, à travers les enfants, les adolescents, les adultes et aussi les seniors. Donc voilà, moi ce que je pouvais vous dire sur le projet de la Belle Phare que l'on a en local. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Merci beaucoup Cécile pour cette présentation et beaucoup d'illustrations de ce qui peut se faire aussi dans le programme à Vélo 2. Je vais laisser la parole à Thomas pour la partie questions. Oui, pour l'instant, on a une question principale donc, qui vient de monsieur ou madame Geffos et qui s'adresse autant d'ailleurs à Cécile qu'aux autres participants à ce webinaire et qui concerne les ateliers mobiles. Hein. J'ai cru comprendre que vous en proposiez. Apparemment, voilà, il y a des conditions au fait que ça fonctionne, puisque le témoignage de madame Geffos, c'est que ça ne fonctionne pas forcément bien. Alors, il y a déjà Franck Delbar hein, du Bourget du Lac qui insiste sur la communication en amont. Il y a la question aussi d'inclure ou pas le BICICode dans les services qui sont proposés. Donc peut-être commencer par Cécile. Quels seraient vos conseils ou votre retour d'expérience en approfondissant un petit peu sur ces questions d'ateliers mobiles? Alors, nous, les ateliers mobiles, en fait, on est essentiellement sur de la réparation, sur le marquage vélo, il se fait dans les locaux de la Belle Affaire. Et sur les ateliers d'autoréparation mobile, alors ça fonctionne plutôt bien. Ça s'est fait soit avec certaines maisons des jeunes dans les communes. Donc là, c'est à la demande des communes en général. À la demande des communes dans le cadre de leur politique jeunesse, donc des ateliers mobiles qui peuvent être faits auprès des jeunes. Également sur les marchés aussi, où ça fonctionne bien. Ils viennent sur certains marchés hebdomadaires hein, de temps en temps, et sinon dans le cadre de manifestations. Donc voilà, je ne sais pas si c'était ça la question. Très bien, merci beaucoup Cécile. Vous avez une communication particulière pour essayer d'augmenter les chances qu'il y ait des personnes qui viennent spécialement pour ça, ou c'est l'opportunité des cyclistes qui sont là et qui voient que, ah tiens, il y a un atelier mobile, ça m'intéresse? En général, ça se fait via voie de presse, dans la presse locale, où il y a une information qui est transmise dans la presse locale, en fait, pour informer les gens. Merci beaucoup, Cécile. Donc, pas de questions en plus. Donc, eh bien, on arrive peut-être à la fin de cette séquence sur les ateliers. Merci, Cécile, sur les ateliers d'autoréparation. Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, ça donne plusieurs exemples et plusieurs idées aussi à tous les lauréats sur lesquels vous êtes actuellement en train de réfléchir sur les axes 2 et 3.
avec qui on a pu échanger. N'hésitez pas non plus, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, à poser des questions ou à demander les contacts dans le dialogue en ligne. Tout peut être continué par écrit. On va désormais donc du coup passer à la thématique de l'apprentissage de la mobilité à vélo, dont a déjà commencé à nous parler par bribes Cécile, avec donc Arthur de la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc Arthur, je te laisse la parole. Merci Marie. Je vais partager mon écran. Indiquez-moi simplement si ça s'affiche correctement en plein écran. Est-ce que c'est bon de votre côté? C'est bon pour nous. Ok. Du coup, effectivement, je vais introduire la question des vélos-écoles, puisque chargé de mission de l'animation du réseau des vélos-écoles au sein de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, j'ai une vision globale de la chose, sans pour autant pouvoir concrètement rentrer dans les détails, ce que je laisserai faire mes collègues après moi. Ma présentation, elle se répartira en 2 temps. Il y aura un premier temps de panorama qui présentera l'ensemble des vélos-écoles, leurs activités, ce qu'elles font, à quoi ça sert. Et une deuxième partie qui sera plus relative aux recommandations pour un développement d'une structure vélo-école en territoire peu dense. En ce qui concerne le panorama des vélo-écoles, il faut savoir que le réseau des vélo-écoles au sein de la FUB, ce sont aujourd'hui 207 structures qui sont en forte croissance depuis la mise en place de ces structures-là. Voilà, donc effectivement 2015, grosse accélération qui ne désemplit pas, donc on a vraiment un sentiment que c'est une tendance qui va perdurer sur les années à venir. Ce qu'une vélo-école, elle fait, c'est des sessions d'apprentissage de la mobilité vélo auprès de publics extrêmement variés et sur tout le territoire français. Donc on a effectivement, en termes de répartition géographique, une petite diagonale du vide qui se présente, comme c'est le cas pour bon nombre de services en France. On a une présence principalement dans les grandes agglomérations historiquement, qui effectivement représente l'intérêt d'avoir une population dense. Par contre, on a également des vélo-écoles qui sont présentes en territoire peu dense, ouais, c'est ça. Puisque globalement, finalement, en fonction des publics qu'on touche, en fonction de son activité, on peut effectivement déployer une activité de vélo-école sur des territoires extrêmement variés. Quand on regarde un petit peu l'origine géographique des apprenants, ça a son intérêt dans le sens où voilà, si les apprenants viennent de trop loin, ça va être compliqué de développer ça en territoire peu dense. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la majorité des apprenants qui viennent apprendre à circuler à vélo dans les vélo-écoles du réseau, elles sont issues des communes en direct. Il y en a très peu finalement qui accèdent aux vélo-écoles lorsqu'elles habitent à plus de 5, voire plus de 15 km de la vélo-école, ce qui effectivement vient un petit peu contrarier un déploiement de vélo-école en territoire peu dense. Par contre, évidemment, dans les recommandations, je vous présenterai tout ce qui permet de contourner cet obstacle. Donc effectivement, un ancrage vraiment local pour répondre aux besoins d'une population vraiment au plus près. Alors ça, c'est dû au fait que, effectivement, des personnes qui ne savent pas se déplacer à vélo, il y en a assez peu finalement en France. On est à peu près sur un pourcentage de 2% globalement. Même si ce nombre peut venir être augmenté lorsque on prend en considération les personnes qui ont simplement besoin d'une remise en selle, c'est-à-dire qui ont besoin de séances d'apprentissage pour être mis en confiance et être en capacité de vraiment utiliser le vélo comme un mode de déplacement au quotidien. Quand on se penche cette fois-ci plutôt du côté du financement de ces structures, ce qu'on peut constater, c'est que là, encore une fois, l'ancrage est extrêmement local, puisque la majorité des financeurs sont les collectivités et les EPCI locaux, à savoir les mairies, les agglomérations, les communautés de communes. Et plus finalement on va sur des
sur des strates générales du millefeuille administratif français, moins on a de financement dédié. Ce qu'on voit également, c'est que on a deux modèles principaux qui existent au sein du réseau. On a finalement le financement via une collectivité et donc via une subvention, moyennant évidemment des relations stables et cohérentes et transparentes entre la collectivité et la vélo-école. Et un deuxième modèle qui est plutôt basé sur l'autofinancement, qui est plutôt tourné sur les prestations d'apprentissage de la mobilité vélo. Et dans ce cas-là, bien précis, effectivement, il y a une plus grande liberté d'expression de la part de la vélo-école dans le cadre des activités de plaidoyer, notamment pour venir un petit peu faire des remarques sur le déploiement d'infrastructures cyclables, par exemple, auprès de sa collectivité. Après, il y a évidemment des modèles mixtes entre ces deux types de structures. Lorsqu'on s'intéresse au public cible, ce qu'on peut aussi voir, c'est que les publics ciblés dans les vélo-écoles sont extrêmement variés. On va effectivement pouvoir proposer des séances à des enfants en milieu scolaire, hors milieu scolaire, aux étudiants, aux adultes, aux demandeurs d'emploi, aux demandeurs d'asile, aux adultes en situation de handicap, également les enfants d'ailleurs, dans les entreprises, auprès des salariés et également auprès des retraités. Sur ce dernier point, petit précis pour indiquer que oui, des retraités peuvent tout à fait bénéficier de séances de vélo-école avant de potentiellement leur proposer des services où ils vont pouvoir être véhiculés dans des vélos. Alors, c'est une très belle idée de la part de toutes les associations qui proposent ça. Néanmoins, il faut insister sur la possibilité pour ces retraités de pouvoir se déplacer eux-mêmes de façon autonome, puisqu'effectivement, l'autonomie, c'est un des grands intérêts des vélo-écoles. Ça vient développer cette autonomie dans les déplacements au quotidien. Ça vient développer une économie substantielle sur les budgets des foyers. Ça vient améliorer la santé par une pratique au quotidien. Il y a énormément d'intérêt à mettre en place de la vélo-école pour les populations locales. D'un point de vue géographique, du coup, pour l'ensemble de ces publics, on voit très bien que les vélo-écoles du réseau de la FUB, elles s'adressent en majorité au public adulte. On en a à peu près 80% qui sont concernés par ces publics-là, mais que, effectivement, en territoire peu dense, on n'a pas forcément de facilité à trouver des publics variés, suffisamment de publics, d'où l'intérêt de varier et de démultiplier les différents publics. On voit sur la slide présente que c'est tout à fait possible de s'adresser à énormément de publics différents. Je passe maintenant aux recommandations et différentes ressources qui sont à disposition par la fédération pour le développement des vélo-écoles en territoire peu dense. Ces ressources, elles sont déployées dans le cadre des missions du pôle animation de réseau à la FUB. Elles sont de plusieurs types. Je commence par le poster des partenaires des vélo-écoles. Donc ça, c'est un document qu'on a produit cette année et qui vient référencer finalement les partenaires potentiels d'une vélo-école et notamment les prescripteurs, c'est-à-dire les structures qui viennent apporter du public pour les vélo-écoles. Donc ce document-là, il a pour mission d'aiguiller les vélo-écoles vers telle ou telle structure locale en capacité de trouver des publics à accompagner. Et ça vient permettre effectivement à toute personne qui souhaite développer une vélo-école locale d'avoir sous les yeux l'ensemble des partenaires qu'elle peut solliciter au niveau local. Donc, je vous ai mis un petit lien dans la slide pour que vous puissiez visualiser ce poster directement depuis notre site internet. Et ça, c'est vraiment issu d'un travail qui a été fait avec l'ensemble des vélo-écoles du réseau pour venir répertorier quasiment de manière exhaustive les différents prescripteurs, même si évidemment ils ne sont pas tous présents et qu'ils évoluent toujours. Une deuxième ressource qui peut être exploitée pour déployer une activité de vélo-école
y compris en territoire peu dense, c'est la consultation du guide du financement et des partenariats pour les vélo-écoles du réseau. Pareil, on a fait un travail pour répertorier les aides financières qui permettent de déployer des activités d'apprentissage de la mobilité à vélo, en essayant d'avoir une vision progressive au regard du millefeuille administratif français. Donc, on est sur différentes strates géographiques et on a essayé d'être le plus complet possible en mettant l'accent sur le retour d'expérience, c'est-à-dire que c'est un guide dans lequel vous allez trouver plutôt des retours d'expérience de vélo-école qui présentent finalement telle ou telle source de financement, plutôt que sur un document un peu trop technique. Et donc l'objectif étant évidemment de permettre à l'ensemble des vélo-écoles de trouver plus facilement des sources de financement pour leurs activités. Pareil, je vous ai mis un petit lien de consultation. Par ailleurs, on a également mis en place un webinaire le 25 octobre 2022 sur la question du développement du vélo en milieu rural et périurbain. Encore une fois, dans le cadre du pôle animation de réseau de la FUB. Pour le coup, c'est un webinaire qui a été mis en place au niveau général, c'est-à-dire qu'on ne traite pas que des vélo-écoles dans ce webinaire, mais également de l'ensemble des associations pro-vélo qui promeuvent l'utilisation du vélo au quotidien comme un moyen de se déplacer. Je vous ai mis les replays et la présentation PowerPoint. Et voici en dernière slide mes différents contacts pour que vous puissiez me poser des questions si il vous en arrive. Après, je peux également les traiter maintenant. Merci beaucoup Arthur pour cette présentation et ces informations. Alors effectivement, il y a d'ores et déjà des questions si tu acceptes d'y répondre, bien entendu. Bien sûr. Thomas, je te laisse la parole. Oui, alors d'abord une question de monsieur ou madame comment ou comment qui concerne la manière de comptabiliser les aides en fonction que ces aides portent partiellement sur l'une ou l'autre du service. Alors peut-être, monsieur ou madame comment, on peut essayer de débloquer votre micro pour que vous puissiez préciser votre question hein, que je lis. Comptez-vous un financement directement à la vélo-école ou à l'association en général? Elle donne l'exemple, hein, une association qui fait de la réparation vélo et des cours de vélo avec une mairie qui finance que la partie vélo-école. Eh bien, du coup, comment c'est comptabilisé dans les chiffres? Alors, mes chiffres, ils sont issus d'un questionnaire, le questionnaire annuel des vélo-écoles, qui est envoyé une fois par an aux structures qui se référencent en tant que vélo-école dans le réseau de la FUB. Donc, quand les structures répondent, c'est vraiment avec l'étiquette vélo-école. Donc, si elles disent que la mairie vient financer des activités pour la structure, c'est que elle vient financer de l'activité de vélo-école. Après, il n'est pas impossible qu'il y ait du cofinancement et que la mairie, de la même façon, vienne épauler sur d'autres activités de la structure, qui n'est pas effectivement obligée de faire que de la vélo-école. Mais voilà, la question étant issue du questionnaire annuel des vélo-écoles, c'est quand même orienté largement sur l'activité de vélo-école. Merci beaucoup, Arthur. Une question également d'Axel Blanchard qui pose la question de la communication. Comment optimiser la communication pour toucher un maximum de personnes, un maximum de public? Alors là-dessus, mon conseil principal, c'est effectivement de démultiplier les prescripteurs, de démultiplier le nombre de structures partenaires avec lesquelles on est en mesure de communiquer sur l'existence de la vélo-école. Alors évidemment, les canaux de communication classiques que sont les flyers, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, le mailing, ce sont des choses importantes, mais d'être en mesure comment dirais-je, dire qu'on existe auprès de tout un tas d'acteurs locaux présente de nombreux intérêts. Lorsqu'on fait la liste de tous les avantages que présente une vélo-école sur la santé, sur l'écologie, sur l'économie également, sur l'accès également des personnes migrantes, par exemple, en France, en fait, il y a beaucoup de portes d'entrée qui en fait se déclinent auprès de plusieurs partenaires qui, effectivement, s'ils ont connaissance de la structure vélo-école, vont être autant de prescripteurs potentiels, ce qui permet d'augmenter le nombre de
de personnes qui peuvent transiter et qui peuvent bénéficier de séances d'apprentissage de la mobilité vélo. Merci Arthur. Pas plus de questions pour l'instant dans le chat. Du coup, je me permets de t'en poser une. C'est plus sur les questions de gouvernance. Est-ce que l'ensemble des vélos-écoles que vous suivez ont une structure associative ou il y a d'autres modèles, d'autres organisations qui existent? Alors aujourd'hui, dans les statuts de la FUB, il existe deux statuts. Le statut de membre de plein droit, il représente 99% de nos vélo-écoles. C'est un modèle associatif dans lequel il y a une gouvernance tout à fait transparente. Enfin bref, on représente l'ensemble des piliers de l'ESS là-dessus. Il y a une structure par contre qui est coopérative et celle-là, elle fait partie plutôt des membres associés qui n'ont pas le droit de vote à l'AG de la FUB. Pour autant, on est actuellement en train de réviser nos statuts parce que toute la montée en compétences, toute la professionnalisation de la pratique de l'apprentissage de la mobilité vélo, notamment au travers de la reconnaissance du CQP AMV comme étant le diplôme qu'il faut pour intervenir contre rémunération, viennent un petit peu mettre en, comment dire, rendre important le fait de pouvoir associer également des structures qui mettent plus l'accent sur le côté professionnel, c'est-à-dire des auto-entrepreneurs ou des salariés qui sont réunis dans des structures un petit peu différentes que le modèle associatif, tout en ayant en tête que c'est pas, enfin, que les structures associatives restent largement majoritaires. Quand on a fait le décompte des intervenants en vélo-école au sein du réseau, on en a 600 qui sont bénévoles et il y en a à peu près 300 qui sont professionnels, qui interviennent soit en tant que salariés, soit en tant qu'auto-entrepreneurs. Donc il faut quand même garder à l'esprit que la majorité de notre réseau, il est bénévole et qu'il n'a pas vocation à changer de statut. Merci beaucoup Arthur. Je continue à poser des questions et puis Marie me régulera pour qu'on tienne dans le timing. J'en avais une concernant la répartition des publics avec la slide que tu montres où on a voilà, les pourcentages de publics qui sont touchés par les vélos-écoles. Hein. On voit que 80% des vélos-écoles ont un public adulte. Ce pourcentage est plus faible pour les autres publics. Déjà, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu constates des différences suivant que la vélo-école, elle est située en milieu peu dense ou elle est située en dehors des milieux peu denses? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est donc là, c'est une constatation des publics qui sont accueillis. Est-ce qu'il y a une politique particulière? Est-ce que, par exemple, on veut que tous les histogrammes de ton diagramme, ils arrivent à 100%? C'est-à-dire qu'on veut que toutes les vélo-écoles, si possible, accueillent tout type de public? Ou alors, il y a des cibles qui sont assumées, des cibles particulières qui sont assumées suivant les types de vélo-écoles et suivant les milieux? Alors, sur la question de savoir pourquoi ce sont les adultes qui sont principalement représentés, c'est simplement qu'historiquement, les vélo-écoles s'adressent au public adulte. Depuis qu'elles existent au sein du réseau, on a vraiment développé cette spécificité-là. Ça vient finalement réparer le fait que les adultes n'ont pas eu l'occasion, dans leur jeunesse, d'apprendre à se déplacer à vélo. Ce qui derrière leur permet en tant qu'adultes de développer tout un tas de compétences et leur donne accès à une autonomie dans leur déplacement, ce qui du coup décuple finalement l'intérêt que ça peut avoir, dans le sens où voilà, si on apprend à un enfant à faire du vélo, c'est pas pour autant qu'il va pouvoir le faire tous les jours pour tous ses déplacements. Un adulte, ce sera peut-être plus le cas. Notamment pour des activités où auparavant il était contraint par des horaires de bus ou par des choses de ce type. Sur comment dirais-je, le déploiement et le fait de s'adresser à tel ou tel public en fonction des territoires, j'ai pas de chiffres précis. Par contre, j'ai une intuition, c'est que effectivement, pour développer une activité dans un territoire peu dense où finalement il y a moins d'habitants au kilomètre carré, il faut démultiplier potentiellement les types de publics cibles pour effectivement qu'une activité elle puisse être pérenne. Et dans ce sens, il faut probablement mettre en place, peut-être de manière plus régulière en territoire peu dense, des activités
qui sont vraiment ciblés vers les publics enfants et donc vers le savoir rouler à vélo. Mais là-dessus, je ne vais pas développer plus que ça, hein. Ça reste quand même, faut le savoir rouler à vélo, hein, et donc le déploiement de séances pour les enfants, quelque chose qui est relativement compliqué à mettre en œuvre puisque c'est un domaine très réglementé où il faut vraiment des diplômes bien précis. Alors que pour des publics adultes, il y a plus possibilité de faire appel à des intervenants bénévoles. Et enfin, sur le fait de vouloir arriver à 100% pour l'ensemble des publics, là, je vais reprendre un grand principe à la FUB, qui est le principe de subsidiarité. On n'est pas du tout là pour imposer une stratégie donnée à nos membres. En fait, ils déploient clairement la stratégie qu'ils veulent sur leur territoire. Nous, en tant que fédération, on est là pour déployer des outils pour les accompagner au mieux, créer des opportunités au travers des programmes C2E. Par contre, on ne va jamais rien imposer à personne et il est fort à parier que ces chiffres ne bougent pas beaucoup dans les prochaines années, dans la mesure où ils sont plus le reflet de la stratégie qui est déployée par les vélo-écoles en tant que telle, que par une grande volonté nationale au niveau de la Fédé. Merci beaucoup Arthur pour ces éléments de réponse très complets. Franck pose une question, mais en lien avec les ateliers vélo, donc je laisse peut-être les personnes qui avaient répondu, les intervenants ateliers répondre dans le fil de discussion, et puis on pourra peut-être y revenir à la fin de ce webinaire s'il nous reste du temps. Pour l'instant, je rends la parole à Marie pour la suite. Merci beaucoup Thomas. Effectivement, si Céline ou Gabriel ou Cécile souhaite répondre à la question de Franck sur le regard juridique sur les services que peut offrir un atelier de réparation vélo, n'hésitez pas aussi à répondre par écrit directement. Je laisse donc désormais la parole pour la dernière intervention, qui est une intervention donc à deux voix. Merci beaucoup Arthur pour avoir répondu à ces questions et pour la présentation. Pas de problème. Je laisse donc la parole à Valérie Hibert et Julien Guittel, qui sont donc tous les deux au Sud Lozère. Et Valérie, je te laisse donc projeter la présentation. Bonjour. Bonjour. C'est bon, normalement vous devriez la voir là. Oui, on ne l'a pas encore en plein écran. Non, c'est normal. Tadam. C'est bon maintenant? Alors on voit la partie intervenant. Donc on n'a pas la présentation. Ah, il faut que tu reviennes en arrière et que tu. On la refait. Et que tu mettes. Non, là c'est pareil. Il faudrait que tu puisses. Aller dans peut-être paramètres d'affichage. Dans paramètres d'affichage. Non, sur le... Ou dans affichage ou diaporama. Ouais, si je passe par là peut-être. Non plus? Attends, ça doit charger. Donc là, ici, sur cette slide-là, tu peux aller dans paramètres d'affichage, peut-être, en haut. Voilà, basculer. Ouais. Basculer? Oui, ok. Oui. Ah, petite subtilité. Maintenant, c'est bon? C'est parfait. Ok. Alors, nous, on va vous parler donc de l'apprentissage de la mobilité à vélo avec notre petit retour d'expérience, puisqu'on a commencé seulement récemment, hein. Et on nous avait demandé de vous parler de comment une collectivité peut travailler avec une association sur ce thème-là. Donc, nous, l'association, c'est l'Agence Lausanne de la mobilité qui intervient régulièrement dans Mobine. Et nous, on est le PETR Sud Lozère. Donc, juste pour vous situer en France, où est-ce qu'on est? On est un peu dans le sud, dans les montagnes, dans les Cévennes, au sud du Massif central. Et on a donc 2 communautés de communes qui sont représentées avec les 2 couleurs de vert là, au sud. Donc, on couvre toute la partie sud-est de la Lozère qui est là avec Mende comme préfecture. Alors voilà, donc quelques chiffres clés là pour vous montrer un peu, et puis la carte des reliefs, surtout pour vous rendiez compte un peu de la structure de notre territoire. Donc on a 36 communes et donc 2 communautés de communes. Ça couvre à peu près 1500 km² avec seulement 12 000 habitants dedans. Donc à peu près, ça fait du 8 habitants au km², sachant que ça peut varier.
les moins denses sont à 3 habitants au kilomètre carré. On a principalement des plateaux et des massifs sur toute la partie est et des gorges qu'on voit bien, hein, donc là autour du plateau du Cosméjean. La ville principale, c'est Florac avec 2000 habitants. Après, quelques communes, on va avoir entre 500 et 1000 habitants et le reste, c'est en dessous de 500 habitants. Donc la moitié des communes font moins de 200 habitants. Donc ça, c'était, voilà. Donc avec ça, vous pouvez déjà voir à peu près quels problèmes peuvent se poser chez nous en termes de vélo. Alors, comment est né le projet? Ben, pour nous, on peut le résumer comme ça, une synergie d'intérêts. Donc, en partant du PETR Sud-Lozère, donc on a eu droit à une dotation innovation expérimentation de la région Occitanie. Donc ça, c'était un fonds pour un projet innovant et il a été décidé de faire 2 choses. D'abord, de créer un poste mobilité. Et donc, la personne qui était là avant moi est arrivée en 2020, en plein milieu du Covid, c'était super. Et une des premières choses qu'elle a faites, c'est adhérer à l'ALM, donc l'Agence lausanne de la mobilité, donc l'association départementale qui travaille sur toutes ces questions de mobilité. Et ensuite, avec cette DIE, les communes ont décidé d'acheter des vélos à assistance électrique. Donc là, il y a eu 2 modèles, on ne va pas revenir dessus, mais en gros, il y a eu des communes et une des communautés de communes qui a pris en charge la chose. Et en fait, certains élus se sont dit, mais en fait, juste mettre à disposition des VAE, c'est pas très utile. Ce serait mieux de faire quelque chose de plus global, voire des actions pour que les gens vraiment utilisent ces VAE pour remplacer la voiture sur certains trajets, parce qu'on est bien conscient que, évidemment, vu les reliefs, etc., il y a beaucoup de réticence au vélo. Et ce projet dotation innovation expérimentation, c'était vraiment dans le but que les habitants essayent pour voir que c'est éventuellement possible de faire quelque chose. De son côté, Julien, tu me corrigeras si je me trompe, donc il y a eu un projet étudiant avec l'ALM sur l'environnement. Bien sûr, ils ont parlé de mobilité et donc est née cette idée de projet de vélo-école itinérante, puisque là, comme on vient de vous le dire, apparemment, les gens touchés dans les vélo-écoles sont plutôt des gens qui sont dans la commune où se trouve l'école. Et bien ici, comme il n'y a pas vraiment de grosses communes, ils se sont dit pourquoi pas bouger dans le territoire pour proposer au plus près des actions de vélo-école. Et du coup, là où c'est bien tombé, c'est que l'année dernière, il y a eu l'AMI Avenir Montagne de la NCT qui a accepté ce projet et qu'en plus, le PETR propose les programmes leaders qui est venu en complément de financement sur ce projet d'école. Et donc, tac, synergie d'intérêt entre les élus qui voulaient faire quelque chose de plus large que juste louer des vélos et l'ALM avec son projet de vélo-école itinérante. Voilà, Julien, je te laisse parler un peu du projet dans sa globalité. Donc, au niveau de l'ALM, c'est une association qui date de 2008 et en fait qui propose des solutions de mobilité durable sur le territoire de la Lozère, que ce soit par exemple sur le Nord Lozère avec un transport d'utilité solidaire pour les personnes, que ce soit des animations pour aussi du covoiturage et également, comme le disait Valérie, c'est un projet de vélo-école itinérante dans le sud de Lozère. Donc la vélo-école itinérante, on va dire il y a 4 blocs. Le but, c'est vraiment de travailler avec les collectivités, avec les associations, avec tous les habitants du territoire pour que ce projet soit fédérateur. L'ALM ne vient pas s'imposer son projet, mais bien travailler en fonction des besoins d'un territoire à un autre. On a des actions pédagogiques, donc Arthur a parlé tout à l'heure vraiment du savoir rouler à vélo. Pas besoin d'y revenir dessus, mais ça peut être aussi des cours de remise en selle, notamment pour des personnes qui souhaiteraient se remettre au vélo ou d'apprentissage du vélo. Je développerai un peu plus tout à l'heure. On fait aussi de la sensibilisation et de l'information à destination de tout public lors d'animations que l'on peut proposer. On a un cyclo-bazar. Le cyclo-bazar, c'est des animations que l'on a dans une remorque et que l'on vient proposer justement lors de différentes animations. L'an dernier, par exemple, sur le Tour de France, autour de la mobilité, c'est des débats mouvants, des jeux de rôle, des jeux de cartes,
pour promouvoir une mobilité plus durable. On a également un volet au niveau des politiques locales, c'est-à-dire les aménagements cyclables, notamment sur le territoire. Donc, travailler de concert avec les collectivités, les élus et les techniciens pour déployer le vélo. Mettre des gens en selle, c'est bien, mais le faire justement de manière plus durable avec les aménagements qui vont avec, c'est mieux. Donc pour cela, on va voir justement les différentes collectivités et aussi le CAUE de la Lozère pour travailler en partenariat. Il y a vraiment cette synergie, comme le disait Valérie, avec le PETR, mais aussi avec l'ensemble des acteurs locaux. Et il y a aussi le vélo en entreprise. Donc en Lozère, on en a peu, mais on en a quelques-unes. C'est pour justement essaimer dans une partie vélo sur la Lozère, notamment le sud Lozère. Par exemple, ça peut être réfléchir à du stationnement vélo, réfléchir à des animations autour du vélo, des balades à vélo, et ça donne envie après aux gens notamment de s'y mettre, comme les actions que j'ai pu mener jusqu'à présent. Alors, Ensuite, ça, je peux en parler. Tu complètes si tu veux. Donc là, par rapport aux relations qu'on entretient, tout simplement, pour nous, c'est une sorte de triptyque entre l'ALM, le PETR et les communes ou les communautés de communes du PETR. Donc, avec le PETR, et entre le PETR et l'ALM, c'est vraiment la gestion du projet. On échange des informations, on discute sur la méthodologie. On fait de la mise en relation. Par exemple, moi, je vais détecter sur le terrain quelque chose et du coup, je leur en fais part. On travaille sur les indicateurs de suivi. Et puis, donc, il y a ce côté aussi appui pratique. Par exemple, là, ne serait-ce que ce week-end, j'ai stocké des vélos chez moi pour une animation de l'ALM. Bon, voilà, on s'organise comme ça. En tant que PETR, donc moi je suis en lien avec les communes et les communautés de communes, notamment dans le cadre de mes fonctions, je fais un diagnostic d'immobilité. Donc ça m'a permis de rencontrer toutes les équipes municipales donc dans les communes de plus de 200 habitants et de recueillir ainsi des besoins et quand c'était possible, leur donner des petits conseils sur les interventions de la vélo-école, que ce soit en milieu scolaire, ou alors, par exemple, là récemment, sur ce petit conseil sur les infrastructures qui est en partenariat avec le CAUE. On va vous montrer dans une prochaine diapo. Et voilà, après, donc de ton côté, vas-y. Au niveau de l'agence lozérienne, en fait, on est basé à Mende, comme vous l'avez vu sur la carte, et Mende est à 40 minutes de Florac. Donc c'est vrai que travailler sans les acteurs locaux n'aurait pas de sens pour l'ALM, étant donné qu'on n'est pas vraiment du territoire. Donc on peut mener des actions différentes justement auprès des habitants et des associations. Et comme disait Valérie, c'est vrai que le stockage ou d'autres animations, on le fait vraiment en partenariat avec les acteurs locaux, comme la Maison du Vélo située à Florac. Voilà, c'est vraiment un travail, un prisme entre différents acteurs, un écosystème en fait du vélo. C'est pas qu'une vélo-école en milieu rural où on donne des cours de remise en selle, mais c'est vraiment tous différents facteurs que l'on peut retrouver, comme vous l'avez vu sur la diapo précédente. Voilà, et du coup, les communes, elles, sont en lien avec les habitants, les différentes assos, et certaines personnes peuvent faire remonter des besoins aux communes, et après, certains pensent à me dire, oh, bah, tiens, il se passe ça, comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc après, moi, je peux faire remonter les besoins à l'ALM, puisque les habitants ne vont pas avoir le réflexe, évidemment, d'aller contacter l'ALM directement. Et puis, donc, les communes vont, indépendamment de moi, se mettre en relation avec l'ALM pour tout ce qui est prestations. Par exemple, une animation autour du VAE, ils vont aller les contacter directement pour se mettre d'accord sur une date, avoir un devis, payer, etc. Donc là, il y a une relation bilatérale entre deux ou dans laquelle je n'interviens pas du tout. Et voilà, donc pour le schéma donc de relation entre nous et l'association et les collectivités locales. À toi, Julien. Là, c'est une action de sensibilisation donc, à la découverte des vélos à assistance électrique. Donc, c'est l'une des communautés de communes, en l'occurrence celle des Cévennes au Mont-Lozère, qui, par l'intermédiaire justement d'une action, a souhaité mettre à disposition des vélos à assistance électrique.
Donc, il y a 6 communes qui ont répondu favorablement et j'anime donc 6 animations de découverte du vélo à assistance électrique sur différentes communes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Le but, c'est vraiment de pouvoir montrer aux gens que c'est faisable de se déplacer sur un territoire en milieu rural en vélo. Bien sûr, on ne va pas demander aux gens de se mettre à faire le Tour de France dans quelques mois, mais c'est vraiment de pouvoir réfléchir à ces modes de déplacement. Par exemple, le week-end, est-ce qu'au lieu de prendre ma voiture, je ne peux pas prendre mon vélo? Donc, c'est des actions que l'on met en place justement pour tester les vélos assistance électrique. Donc là, en l'occurrence, la communauté de communes met à disposition pour 2 € dans le mois, par mois, 2 € par jour, donc 60 € dans le mois, un vélo assistance électrique pour permettre aux habitants de pouvoir se déplacer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de montées, et qui dit montée aussi dit descente, et donc les gens vraiment une crainte par rapport à ça, de voir que la montée est justement peut-être pas forcément facile, mais grâce au vélo assistance électrique, on voit bien que les gens prennent plaisir justement à utiliser ce mode de transport actif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les retours que j'ai, c'est beaucoup d'acquisitions de vélos que les gens souhaitent faire après cet essai, et notamment avec des aides qui sont, que ce soit au niveau de la région Occitanie ou bien de l'État. Donc ça, c'est un intérêt certain pour les gens de la découverte du vélo assistance électrique, avec une communication aussi qui se fait avec le PETR et avec la communauté de communes, avec aussi un article, comme on peut le voir, sur le Midi Libre, et ça marche bien. Donc ça rencontre une certaine forme de succès à ce niveau-là. En parallèle, en revanche, il y avait une animation de la même sorte, donc à Florac, de la ville de 2000 habitants. Et malheureusement, on a eu une personne qui est venue, voilà, qui s'est présentée à nous seulement. Contrairement à d'autres, on peut en avoir une vingtaine justement sur des bourgs bien plus petits. Donc là, il y a une question justement de savoir comment communiquer. Tout à l'heure, on disait que c'est vrai que pour une vélo-école en territoire peu dense, il faut avoir plusieurs prescripteurs, pas qu'un seul. Donc c'est le travail que l'on s'efforce de faire, d'aller vraiment relayer la parole vers les associations, vers les collèges, vers les écoles, vers des associations pour vraiment montrer que le vélo en milieu rural, c'est possible pour une balade, pour du travail ou autre. Donc voilà. Et donc, du coup, moi, je compléterai juste en disant là qu'on voit encore la synergie entre l'ALM, le PETR et la commune. C'est que par exemple, samedi à Florac, il y a des représentants de la commune qui sont venus au stand et du coup, ils ont vu, comme nous, que personne ne venait. Et donc, tous les trois, on s'est mis à discuter pour savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça et qu'est-ce qui faisait que les gens n'étaient pas venus. Bon, alors c'est pour ça que j'ai marqué mauvais timing sur la diapo parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait malheureusement le spectacle de l'école de danse du village qui avait lieu en même temps et que forcément, ça avait dragué beaucoup de monde. Peut-être que la com n'avait pas été suffisante. Voilà, donc on s'est posé ensemble ces questions et on a essayé de réfléchir à, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On avait prévu d'en faire une autre la semaine prochaine et on s'est dit, non, ça, on va l'annuler puisqu'en même temps, il y aura les 50 ans de l'école primaire et du coup, ça ne va pas coller non plus. Et du coup, on a réfléchi à une autre date, plus tard, en septembre, notamment pendant la semaine de la mobilité, pour refaire une manifestation de ce genre, pour voir s'il y a plus de monde. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en relation là, entre quel est le besoin, comment est-ce qu'on peut y répondre, et puis après, tâtonner, puisqu'on vient de commencer le projet, tâtonner, voir ce qui ne marche pas, et auprès de quel public on peut intervenir et comment, puisque là, on se rend compte le public qu'on avait ciblé, finalement, il n'est pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut réajuster ensemble? À toi. Voilà, comme cette action remise en scène qui devait se dérouler là, les 3 premiers samedis et encore samedi prochain, sur inscription au niveau de la mairie de Florac, mais on n'a toujours eu aucun inscrit au 19 juin. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est une interrogation par rapport à ça, comment faire venir les gens à ce type d'action. Est-ce qu'ils en ont réellement besoin ou pas? Est-ce qu'ils ont peur de s'inscrire? Est-ce que l'affiche est suffisamment claire? C'est des questions que l'on se pose justement pour améliorer cette vélo-école itinérante. Puisque les besoins, par exemple, à Florac n'y sont peut-être pas, mais vous avez d'autres communes justement qui peuvent avoir ce besoin-là. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et en partenariat avec les acteurs locaux de bien identifier les besoins pour pouvoir remettre en selle les gens.
C'est vrai que quand les gens n'ont pas forcément de vélo ou ont peur d'en faire, le but c'est que j'aille justement dans les petites communes pour se déplacer. Flora, que les gens venir en vélo avec la nationale, ça peut leur paraître compliqué. Il y a une voie verte justement qui a été créée, mais ça ne répond pas forcément aux besoins des personnes. Donc on va travailler justement en partenariat pour savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-dedans. Là, vous voyez une photo où j'étais au marché et j'ai des gens qui m'ont dit, ben, on sait faire du vélo, d'autres qui se sont renseignés pour d'autres actions comme le savoir rouler à vélo, d'autres parce que ça ne les intéressait pas tout simplement. Donc voilà, on tâte le terrain, c'est une expérimentation pour voir est-ce que la remise en selle est favorable ou pas sur cette ville-là. Donc, on verra bien. Voilà, des événements comme la fête du vélo, ça peut être justement le fait de sensibiliser différemment différents publics, mais aussi, surtout, et j'insiste, d'aller voir les prescripteurs. Voilà, de voir qu'ils sont au courant de ce qui se passe sur le territoire pour après en parler autour d'eux. Voilà, et effectivement, là, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on a réellement touché le public qu'on veut toucher? Florac étant la sous-préfecture, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en précarité, il y a un centre d'hébergement, etc. Est-ce que ces gens, ils ont eu l'info? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils effectivement ont besoin de ce genre de choses? Et il faut vraiment qu'on arrive à créer le partenariat avec les structures sociales et solidaires du territoire pour qu'ils relayent l'info et qu'on puisse aller toucher ces gens-là directement. Comme on s'est posé la question du foyer des aînés, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une petite animation avec eux vraiment spécifique dans le cadre de leur programme d'animation mensuel, par exemple, pour aller titiller les personnes âgées, en dire, mais si, vous voyez, il y a des choses que vous pouvez faire encore. Et voilà, donc ensemble, on va avancer là-dessus pour essayer de faire que ce projet fonctionne sur tout le territoire et pas notamment que à Florac, hein. C'est là l'idée de l'itinérance. Vas-y. Et donc là, en fait, donc c'est une action aussi justement de la vélo-école itinérante qui est d'aller à la rencontre d'une collectivité, en l'occurrence celle de Vialas, pour promouvoir les aménagements cyclables sur le territoire après avoir mis les gens sur un vélo. Le but, c'est vraiment de pouvoir montrer que le vélo, même en milieu rural, c'est facile et qu'il y a des aménagements pour, voilà, des communes investissent avec des bons aménagements pour promouvoir le vélo. Donc, c'est une intervention qui est toute récente là et qui en appelle d'autres avec d'autres communes ou communautés de communes sur le territoire de la Lozère. Voilà, et donc là, vraiment, là aussi, le PETR est un relais important puisque, en général, les maires ou les élus, quand ils ont un problème, c'est à moi qu'ils viennent s'adresser et du coup, c'est à moi de faire remonter les besoins auprès de l'ALM puisqu'ils n'auront pas le déclic d'aller chercher l'ALM pour répondre à ce genre de questions, puisqu'en plus, c'est vraiment une préétude, en fait. Ils vont aller, les communes vont se dire, ah, maintenant, il faut faire une étude auprès d'un cabinet d'ingénieurs, ça va nous coûter une blinde. Alors que là, ils peuvent déjà avoir une petite idée pour pas beaucoup d'argent, juste pour avoir des idées de ce qui est faisable ou pas. Donc, vraiment, là où je sens qu'il y a un besoin sur la voirie, je leur parle de cet aspect de la vélo-école qu'ils n'ont peut-être pas encore bien intégré. Et voilà, donc c'est bon pour nous, pour le PowerPoint. Un grand merci Valérie et Julien pour cette illustration effectivement de ce qui peut se mettre en place et des difficultés aussi parfois à pouvoir mettre certaines choses ou le temps de voir effectivement d'expérimenter. C'est intéressant ces retours. Je me tourne vers Thomas pour savoir s'il y a eu des questions dans le chat. Alors, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à témoigner, voilà, à donner voilà, éventuellement des retours d'expérience que vous avez pu avoir sur vos territoires sur la question de l'optimisation des chances d'acquérir, de trouver un public sur ce genre d'initiative. On a un conseil de Médéric hein, en lien avec la possible honte ou la possible difficulté par rapport au fait de ne pas savoir bien ou très bien faire du vélo quand on est adulte.
qui, donc, Médéric conseille de rassurer les personnes en leur disant que la remise en selle se fait dans des espaces privés ou du moins non visibles et donc ils n'auront pas, ils auront pas à avoir trop de monde. Donc ça peut les rassurer. Et puis aussi Claire Savage qui nous fait part de son retour d'expérience. Alors là, pour le coup, dans un milieu plus urbain, hein, puisqu'il s'agit d'Antony, hein, donc 63 000 habitants en Île-de-France, dans un milieu urbain dense, avec donc une vélo locale qui est gérée par une association pour les adultes. Et donc, effectivement, elle témoigne que il n'y a que des femmes qui osent s'inscrire, alors qu'on peut imaginer que certains hommes aussi ne sont pas forcément encore très, très à l'aise en ville et à vélo. Et également parmi les bénévoles, hein, qui sont très nombreuses à être des femmes. Voilà. Et sur la périodicité aussi, sur le moment de la semaine où des actions sont menées, c'est plutôt le week-end et dans un circuit routier. Alors, je ne sais pas, Claire, peut-être si tu veux ouvrir, ou on peut t'ouvrir ton micro pour que tu précises ce que tu entends par circuit routier. Ah ben non, il y a la phrase après. Le circuit routier est utilisé une semaine pour le savoir rouler à vélo et une sortie est parfois organisée en fin d'année. Donc, circuit routier, j'imagine que c'est un circuit qui est sur un espace privé, qui n'est pas en circulation publique. Mais si tu veux préciser, Claire, n'hésite pas à ouvrir ton micro. Oui, c'est ça. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est exactement ce que disait Thomas, c'est-à-dire que le circuit routier d'Antony, on l'appelle comme ça, mais c'est un circuit où sont matérialisés les voies, les ronds-points, les passages piétons, et c'est un circuit qui est utilisé dans le cadre du savoir rouler à vélo pour entraîner les enfants avant les sorties sur route. Donc en fait, ce circuit, c'est un circuit privatisé. Alors c'est vrai que je partage l'avis de Médéric, en fait, quand il disait que c'était un peu à l'abri des regards. Et du coup, ça aide les gens qui ont parfois des difficultés à se remettre en selle, parce que du coup, ils sont dans un endroit clos, fermé, sécurisé. Et c'est plus simple comme ça, en fait. Parce que parfois, c'est des gens qui n'ont pas non plus le permis de conduire, donc c'est l'occasion d'apprendre le code de la route aussi. Donc c'est les deux en même temps. C'est à la fois la remise en selle et l'apprentissage des panneaux. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Et puis peut-être continuer par une ou finir par une question sur la gouvernance. On croit comprendre, à vous entendre, Valérie et Julien, qu'on est quand même plus sur des collaborations qui se situent au niveau communal. Est-ce que, voilà, pourquoi ce choix et pourquoi ne pas aussi imaginer une collaboration qui se ferait directement à l'échelon intercommunal, hein. Il y a sans doute des raisons, mais peut-être que vous avez des En réponses. fait, la raison, c'est que c'est par rapport à cette histoire de projet VAE, de location de VAE, qui a été fait différemment selon la Comcom. On a une Comcom qui a décidé de gérer elle-même le projet. Et du coup, c'est là où Julien vient d'intervenir dans Cibourg-Centre où sont déposés les vélos. Alors que dans l'autre Comcom, ils n'ont pas voulu faire ça ensemble. Et ils ont dit aux communes, si vous êtes intéressés, vous n'avez qu'à le faire de votre côté, en gros. Et du coup, il n'y a pas cette dynamique communautaire dans la deuxième Comcom. C'est, je sais pas, une différence de gestion chez eux ou voilà, d'intérêt partagé ou pas. Et alors que dans l'autre Comcom, qui est beaucoup plus rural, au fin fond des Cévennes, en fait, ils ont décidé de prendre ça en main au niveau de la Comcom, sinon ils se sont dit aucun des bourgs ne le fera eux-mêmes, quoi. Donc la dynamique est différente et du coup, il y a la moitié du territoire où on fonctionne avec la Comcom et pas forcément avec les communes, et une où on va plutôt agir au niveau des communes qui sont motrices, en fait. Au moins pour démarrer, après on verra comment ça se gère, mais après, dans la Comcom qui gère la chose, la première intervention du CAUE, elle a eu lieu dans une commune parce qu'il y a une demande d'une commune cette fois-ci. Donc ça dépend de l'action, en fait, mais voilà, la différence principale, elle est sur le fonctionnement de ce projet à la base, en fait. Ça répond à votre interrogation. Oui, oui, ça répond tout à fait. Merci beaucoup, Valérie. Moi, j'ai plus de questions dans le chat. Il y a Franck Delbar qui nous invite donc, pour échanger sur les jeux éducatifs autour de la mécanique du vélo sur les 7 à 10 ans. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il aimerait développer ou a déjà développé sur son territoire. Merci à Franck
pour ces éléments. Et puis, Marie vous invite à prendre, on est bientôt à la fin de notre webinaire, vous invite à prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je te rends la main, Marie. Merci beaucoup, Thomas. Pour conclure, effectivement, je remercie vraiment tous les intervenants et les intervenantes d'avoir participé et d'avoir présenté effectivement votre retour d'expérience. Vous pouvez garder vos vidéos allumées pour qu'on vous voit. Donc, merci vraiment à chacun et chacune. Merci également à tous les participants pour votre participation et vos questions pendant tout au long du webinaire. Pour le prochain webinaire, alors on va faire une petite pause estivale pendant les mois de juillet et de août. Donc, il n'y aura pas de webinaire les 2 prochains mois, mais si vraiment vous avez toujours accès effectivement à tous les webinaires sur l'espace collaboratif, si vous souhaitez les revoir pendant l'été pour prendre le temps et voilà, regardez, vous avez effectivement tous les autres webinaires déjà faits qui sont accessibles. Et donc, veuillez noter, vous pouvez noter le prochain webinaire qui aura lieu le 5 septembre et qui traitera d'un sujet qui, je pense, vous intéresse également toutes et tous, qui est les aménagements cyclables hors agglomération. Donc, on traitera de cette thématique. Je vous prie également de prendre 2 minutes, vraiment, c'est très rapide pour répondre au questionnaire de satisfaction. Ça nous permet effectivement de savoir comment améliorer et d'avoir un peu un retour sur vos attentes. Et je conclue également en signalant que sur l'espace collaboratif Intradem, il y a une collectivité qui a ouvert une discussion sur l'appel à projet pour répondre aux territoires cyclables, donc l'appel à projet qui a été ouvert il y a peu et donc qui pose des questions. Donc, à tous ceux qui souhaitent candidater à cet appel à projet et qui ont également des questions, ça peut être effectivement un espace où vous pouvez trouver des réponses. Et je laisse donc la parole à Mathilde pour conclure. Merci beaucoup, Marie. Je vous ai mis les liens dont parle Marie à l'instant. Et je me joins également, Marie, pour tous les remerciements des intervenants, de vous, les participants, pour aussi vos questionnements, vos retours qui sont toujours aussi riches. Et justement, par rapport à la richesse de ces enseignements, on voit bien que c'est un sujet qui a vraiment toute son importance, qui possède aussi une forte dimension systémique. Et on voit bien les actions, ça ne date pas d'hier, comme l'atteste la présentation de le recyclage. Et ce sont des actions qui ont du répondant, parce qu'en fait, ce sont des réponses concrètes à un besoin donné. Alors, ces 2 sujets, atelier autoréparation et apprentissage de la mobilité, ce sont des services qui sont incontournables pour booster l'usage du vélo, pour porter une culture vélo et aussi pour mettre cette problématique au cœur du dialogue et de la concertation afin d'obtenir l'adhésion des parties prenantes. Et je vais être vraiment bref sur cette conclusion, mais on le voit, il représente aussi une réponse réelle à un enjeu majeur qui est l'accès à la mobilité pour tous. Donc, merci à vous toutes et tous. Je finis juste par une petite aparté. Il y a actuellement 5 dispositifs ADEME qui sont sortis et qui vous est présentés lors d'un webinaire le 29 juin. Je vous mets tout de suite dans la description la publication LinkedIn où vous avez accès à ces descriptifs-là qui peuvent être complémentaires parce que c'est vrai qu'en tant que lauréat Vélo 2, ce programme C2E a certaines contraintes liées au C2E alors que là, on peut être dans une complémentarité de certains dispositifs. Donc, voilà, je m'arrête là. Je vous remercie à toutes et tous d'être ici et on se retrouve en pleine forme, bronzé pour la rentrée. Et puis, si d'ici là, vous souhaitez remplacer votre livre de chevet par un webinaire à Vélo 2, vous avez le lien dans la description. Merci à toutes et tous et très bonne journée à vous.